Eh bien, bonsoir à tous. Nous allons continuer d'explorer les 5 sens au sujet de notre thème annuel L'éducation passerelle vers le futur. Et une fois n'est pas coutume, nous allons commencer par faire un petit travail d'introspection rapide. Donc je vous demande très simplement là, de fermer les yeux. Voilà. Et puis de sentir, là aussi très simplement, comme vous êtes, dans quel état vibratoire vous vous trouvez. Quelle est votre vibration? Simplement de la qualifier, un mot, 2, 3 mots, très simples. Et puis quand vous vous reliez au groupe que nous sommes, comment est-ce que vous sentez la vibration du groupe? Bon, merci, très bien. On va en reparler tout à l'heure. Nous avons déjà vu 2 sens importants, le goût et l'odorat. On a vu combien ils représentaient un point de départ, puisque le goût et l'odorat, c'était vraiment des sens qui nous permettent d'avoir envie ou pas de nous unir et d'écouter, de voir, de toucher. Et puis nous avons abordé, une fois dernière, le premier de ce qu'on appelle les 3 sens majeurs, à savoir le sens de l'ouïe. Aujourd'hui, nous allons aborder le toucher et le mois prochain, la vue. En ce qui concerne le sens de l'ouïe, nous avons vu que c'était un sens qui nous révélait la présence sur n'importe quel plan, que ce soit naturellement sur le plan extérieur, quand on entend un bruit, tiens, il sait qu'il y a quelque chose, et on sait que c'est dans une certaine direction, mais aussi et surtout, c'est là qu'on a travaillé, au niveau de l'intérieur. C'est ce qui nous réveille la présence d'un état de conscience, d'un état d'être, ou de l'âme même à l'intérieur de nous, et c'est ce qui nous donne la direction et l'envie de rejoindre cette présence. Et si on a vraiment envie de rejoindre ça, si on a le goût de rejoindre ça, on va se diriger vers ce qu'on a senti, vers ce qu'on a entendu, vers cette présence, et à un moment donné, on touche, contact. On peut vraiment donc dire que le toucher, c'est le résultat de l'approfondissement du sens de l'ouïe. Ce qu'on a entendu, on ne va pas en rester là, on va dire tiens, il y a quelque chose là-bas, on va chercher à savoir qu'est-ce que c'est, quelle est la nature exacte de ce que l'on a entendu, et c'est ce qui va nous mettre en contact avec ce qui a produit ce son, encore une fois, extérieurement ou intérieurement. C'est pour ça que j'y reviendrai de temps en temps dans cette conférence, parce que quelquefois on ne fait pas très bien la distinction entre ce qu'on entend et ce qu'on touche. Oh, bien sûr, sur les plans extérieurs, c'est très facile, mais sur les plans intérieurs, quelquefois c'est un petit peu plus difficile, donc ce sera intéressant de comparer les deux. Par exemple, peut-être que les plus jeunes d'entre vous ne vont pas du tout comprendre ce dont je parle, mais autrefois, quand on n'avait pas de téléphone portable et qu'on voulait rester en contact avec quelqu'un, on demandait à cette personne, où est-ce que je peux te toucher? Où est-ce que je peux te toucher? Ça veut dire à quel numéro je peux te joindre? Et donc c'était évident. Et on donnait le numéro, bah, tu peux me toucher à tel numéro. Maintenant, évidemment, ça n'intéresse plus personne, puisqu'on ne pose même plus du tout cette question, puisqu'on peut toucher tout le monde à n'importe quel moment, puisque c'est le téléphone portable. Et je ne sais pas si vous vous souvenez des débuts du téléphone portable, c'était un petit peu fou, parce qu'on recevait quelquefois des téléphones du style « devine d'où je t'appelle ». C'est pas croyable. Et on était extrêmement contents, parce que d'un seul coup, on découvrait qu'on n'était plus dépendant d'un fil de téléphone, d'une cabine téléphonique. On pouvait être joint, on pouvait être touché n'importe où. On pouvait être joint, contacté. Tout ça, ce sont des termes du toucher n'importe où. L'engouement du téléphone portable, c'est pas du tout le sens de l'ouïe. C'est pas de pouvoir entendre quelqu'un, c'est de pouvoir toucher quelqu'un et de pouvoir être touché à tout moment. C'est pour ça que c'est quelque chose qui a complètement eu un succès extraordinaire, parce que c'est relié au sens du toucher. Ce qu'on disait avant, où est-ce que je peux te toucher? Ça vous montre la complexité du toucher. Ça se mélange quelquefois avec les autres sens, là par exemple avec le sens de l'ouïe. Et ça, c'est vraiment donc une clé fondamentale qu'on va voir aussi avec la vue, donc à d'autres moments. On avait vu que quand on demande aux personnes de dire, tiens, mais pour vous, quels sont les sens les plus importants? Quels sont ceux qui sont les moins importants pour vous? On a vu que souvent, le goût et l'odorat figuraient dans les sens les moins importants. L'ouïe et la vue, souvent, figuraient dans les plus importants. Et le toucher, à peu près en milieu de tableau. C'est souvent ce qui est un peu plus courant. En réalité,
c'est parce qu'on ne se rend pas compte, parce qu'on ne connaît pas justement les sens. C'est vrai que l'ouïe et la vue, on se rend très bien compte tout de suite d'une panne d'ouïe ou d'une panne de vue, qu'est-ce que ça peut nous handicaper. Le sens du toucher, on ne s'en rend pas vraiment très très compte. Et pourtant, c'est véritablement le sens majeur fondamental. On va le voir d'ailleurs à plusieurs égards, aussi bien au niveau physique qu'au niveau psychologique. D'abord, au niveau physique. C'est le sens majeur parce que si, à la naissance, un bébé ou bien un jeune animal n'est pas touché, il meurt. Des expériences ont été faites là-dessus. Malheureusement, il y a eu aussi dans des camps de concentration des expériences qui ont été faites sur des enfants. Et des enfants qu'on ne touchait pas à la naissance, depuis la naissance, et ils mouraient également. Donc c'est dire que le fait d'être touché est complètement vital, donc dès la naissance. On pourrait dire également que si vous êtes amené à perdre le sens du toucher, vous en mourrez également. C'est le seul sens, parmi les 5, dont vous êtes sûr de mourir à plus ou moins brève échéance si vous le perdez. Alors que pour les autres sens, il n'y a aucun problème. Pourquoi est-ce qu'on en meurt? Vous allez voir tout de suite pourquoi. Tout simplement parce que le sens du toucher, d'abord, c'est le seul qui n'est pas rassemblé dans la tête. Vous remarquerez que on a les 4 autres sens très très proches les uns des autres. Que ce soit le goût, l'odorat, la vue, l'ouïe, c'est extraordinairement proche, c'est tout dans la tête. Le sens du toucher, lui, il est réparti dans tout le corps, dans tout l'être. Et il a comme capteur, non pas simplement 2 yeux ou une narine, etc., il a comme capteur 2 mètres carrés de peau, en général, en moyenne. Donc c'est vous dire que c'est vraiment quelque chose d'énorme. Tous les capteurs sensoriels, tous les capteurs sensitifs du toucher sont répartis partout sur la peau, avec des endroits extraordinairement riches comme le bout des doigts ou bien les lèvres. Et sinon, le sens du toucher, il est absolument partout. Et donc il touche l'être dans son entier. Quand on perd ce sens du toucher, on ne va pas perdre simplement une fonction, on va perdre quelque chose qui touche entièrement notre être. Bon. Ce sens du toucher, il est souvent un peu considéré comme un parent pauvre entre l'ouïe et la vue. On n'arrête pas de dire qu'on est dans un monde audiovisuel, on parle rarement du toucher. On met souvent combien l'ouïe et la vue sont très importants et qu'on éduque avec les enfants l'ouïe et la vue, mais le toucher, c'est comme si on n'en parlait pas. D'ailleurs, quand on parle de perte de sens, tout le monde connaît la perte de l'ouïe, comment ça s'appelle? C'est la surdité. Tout le monde sait ce que c'est que la perte de la vue. On devient aveugle, c'est la cécité. Bon, c'est vrai qu'en ce qui concerne le goût et l'odorat, on les connaît moins. La gueusie pour la perte du goût et l'anosmie pour la perte de l'odorat, c'est pas des mots qu'on emploie tous les jours quand même, qu'on entend. Par contre, la perte du sens du toucher, vous allez me dire, voilà, on va encore être un nom à coucher dehors, pas du tout. Des 5, c'est peut-être celui que vous connaissez le plus et que vous êtes à même le mieux d'expérimenter. La perte du sens du toucher, ça s'appelle l'anesthésie. Nous, on a tendance à mélanger anesthésie et le sommeil qu'on nous provoque pour amener une anesthésie. Mais ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que si vous perdez le sens du toucher d'un seul coup, vous allez être parfaitement éveillé, mais vous ne sentez plus rien. L'anesthésie en grec, c'est sans sensibilité. C'est ça que ça veut dire très exactement étymologiquement. Donc vous perdez toute sensibilité. Et nous, on a tous été confrontés à ça, à des anesthésies, alors pas totales parce qu'on se rend compte de rien évidemment, mais des anesthésies locales. Et vous avez pu voir combien souvent qu'on est gauche quand on a une anesthésie locale, momentanée, d'un membre ou d'une partie d'un membre, ou même quand vous êtes allé chez le dentiste, anesthésie de la bouche, qu'on est incapable de manger, qu'on se mord de partout, qu'on sait plus où sont les lèvres. Bref, on voit très bien à quel point on perd complètement non seulement la sensation, mais la façon de se servir du corps à partir de ce moment-là. Alors imaginez ce que ça peut donner une anesthésie totale en permanence. Et attention, ça va beaucoup plus loin que ce qu'on pourrait imaginer par les bords de la peau, parce qu'il faut bien se rendre compte que les capteurs sensoriels du sens du toucher, non seulement ils sont partout sur la peau, mais ils sont aussi à l'intérieur, en rapport avec les organes, ce qui nous donne des douleurs quelquefois organiques. Mais surtout, ils sont complètement en rapport avec les muscles, les tendons et les articulations. Si bien qu'il faut se rendre compte qu'à chaque fois que, si on perdait complètement le sens du toucher, c'est ce qu'on appelle la proprioception qu'on perd complètement. La proprioception, c'est cette capacité qu'on a de se maintenir, par exemple, debout en équilibre. Alors, il y a un certain sens de l'équilibre qui est en rapport, naturellement, avec le sens de l'ouïe, mais c'est pas grand-chose par rapport à ce sens de la proprioception qui est absolument universel, puisqu'on va même le retrouver chez les plantes, chez les animaux, bien sûr, mais même chez les plantes. La station verticale d'une plante, d'un végétal, est assurée justement par ces capteurs sensoriels qu'on appelle la proprioception. Cette capacité de sentir où on est et de se maintenir stable dans l'espace. Et on perdrait complètement la kinesthésie, c'est presque comme la proprioception, mais c'est surtout l'accent qui sont mis sur les mouvements, c'est-à-dire qu'on est capable de voir son mouvement. Quelqu'un qui perd la kinesthésie, quelqu'un qui perd la proprioception, tout simplement, il ne peut plus marcher. Il est obligé de regarder si son pied avance bien, ou si sa main avance bien. Alors que nous, on peut faire ça les yeux fermés, on sait très très bien ce qui se passe. Quelqu'un ne peut plus faire ça du tout.
C'est vous dire à quel point la perte du toucher, c'est la perte de tout. Donc on peut bien perdre les 4 autres sens, c'est pas bien grave, on n'y perd pas la vie. Celui-là, vous n'avez plus qu'à être allongé sur un lit d'hôpital, il faut s'occuper de vous parce que vous ne pouvez plus rien faire. Essayons de détailler, voir à quel point c'est grave. Si vous perdez complètement le sens du toucher, vous perdez le sens de la température, le sens de la texture, le sens du poids, la consistance des choses. Vous ne pouvez plus rien faire de vos 10 doigts, vous ne pouvez plus rien faire de vos mains, vous ne pouvez plus agir, vous ne pouvez plus bricoler, jouer d'un instrument de musique, vous ne pouvez plus faire de la cuisine, vous ne pouvez plus rien faire. Donc vous voyez, c'est vraiment un vrai désastre moteur. Naturellement, à partir de là, on pourrait dire que vous ne sentez plus non plus du tout la douleur. Ah, ce sera le côté pratique, mais aucun plaisir non plus, donc aucune sexualité. Enfin, la liste pourrait être extraordinairement longue. Si vous dire à quel point, quand on perd le sens du toucher, il n'y a plus de vie. C'est comme si on était emmuré complètement dans son corps. Voilà donc l'extraordinaire importance du sens du toucher du point de vue physique. Naturellement, s'il est aussi important du point de vue physique, c'est qu'il va l'être aussi d'un point de vue intérieur, d'un point de vue psychologique. Il est absolument indispensable à notre équilibre psychologique. Sans le sens du toucher, c'est vraiment quelque chose, et tout un pan de notre équilibre qui n'irait pas. Par exemple, je vous disais, un enfant qui n'est pas du tout touché à la naissance, il va en mourir. Mais un enfant qui n'est pas suffisamment câliné, un enfant qui justement n'est pas suffisamment touché. Vous pouvez être sûr de le retrouver à l'état adulte en train de se dire « Moi, mon problème, c'est que j'ai l'impression que mes parents ne m'aimaient pas. » Et quand on creuse, pourquoi est-ce que vous dites que vos parents vous aimaient pas? Est-ce qu'ils faisaient rien pour vous? Si, ils s'occupaient bien de moi. Si, j'avais tout ce dont il fallait. Vous vous rendez compte que la plupart du temps, pas toujours, mais la plupart du temps, c'est que la conclusion, c'est qu'ils ne me câlinaient pas assez. J'avais pas de câlin, il ne me touchait pas, on n'avait pas de contact physique. C'est vous dire à quel point c'est fondamental. Il faut se rendre compte que le sens du toucher, c'est la preuve de l'amour. C'est la preuve de l'affect. Ça veut dire que pour les enfants, c'est tout à fait fondamental. Si vous ne les touchez pas, si vous ne les câlinez pas, s'il n'y a pas suffisamment de contact, c'est comme si vous ne les aimiez pas. Et ça va durer longtemps, et à l'état adulte, on va retrouver complètement cette problématique. Mes parents ne m'aimaient pas parce que je me rends compte maintenant, ils ne me touchaient pas ou ils ne me câlinaient pas assez. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment très très important. Du coup, c'est vrai que ça donnait naissance à toute une science. On connaît bien la science qui est reliée à l'ouïe, une fois de plus. C'est l'acoustique. On connaît très très bien la science qui est reliée à la vue, l'optique, et la science qui est reliée au toucher. Vous voyez, à chaque fois, le toucher, voilà, on ne sait pas. C'est l'aptique. Voilà. L'aptique, c'est la science du toucher. Mais là où je suis en train de vous parler justement du rapport entre le toucher et le monde émotionnel et le monde affectif. Là, c'est un mot qui va vous dire beaucoup plus de choses. C'est l'aptonomie. C'est exactement la même racine, le aptein en grec qui veut dire toucher, et donc l'aptonomie. Nomie, c'est la gestion, l'organisation, donc c'est la gestion du toucher. L'aptonomie, c'est un ensemble de pratiques qui a été mis en exergue tout d'abord pour s'occuper des enfants, donc dans la vie intra-utérine. Il a vraiment été marqué combien les enfants recherchent ce toucher. La fois dernière, on a vu que le premier sens à apparaître, même dans la vie intra-utérine, c'était le sens de l'ouïe. Même si souvent, justement, les gens qui vous parlent d'aptonomie, vous disent non, c'est le toucher. Mais en fait, fondamentalement, c'est le sens de l'ouïe. C'est parce que justement, le bébé, si j'ose dire, le fœtus, va entendre un son, quelque chose à l'extérieur, et qu'il va se diriger vers. Voilà pourquoi il va se diriger progressivement vers la paroi, et qu'on va inciter la mère et le père à mettre la main sur le ventre pour essayer de toucher. Et le bébé, il vient au contact. Et on dit qu'il y a vraiment un équilibre absolument extraordinaire, déjà psychologique, qui s'établit à ce moment-là, parce qu'il est touché, parce qu'il est accepté, parce que finalement c'est quelque chose qui amène quelque chose de vrai. Vous voyez, le sens du toucher, c'est celui qui nous sort du virtuel. Ça, c'est fondamental. Tant qu'on n'est pas touché, tant qu'on n'a pas du toucher, c'est des promesses. Oui, c'est des mots que tu me dis. Oui, c'est des choses que je vois. C'est des odeurs, c'est des impressions. C'est ouais, j'ai le goût pour ça. Mais tout ça, c'est dans ma tête, quoi. Je ne sais pas si c'est du vrai. Je l'ai touché? Ah ouais, ça c'est du vrai. Là, vraiment, c'est quelque chose, c'est du vrai, du vrai. C'est quelque chose que je peux dire, ça, c'est concret. Donc, vous voyez, c'est vraiment quelque chose qui nous sort complètement de ce monde virtuel et c'est vraiment très important. Voilà pourquoi, pour le bébé, d'un seul coup, se rendre compte qu'il y a un accueil, qu'il est touché, qu'il y a un contact. Et naturellement, après, quand les enfants sont nés, l'aptonomie continue. Et donc, on ne peut pas communiquer beaucoup par les autres sens, mais communiquer par le toucher est tout à fait fondamental donc, pour le bébé et naturellement, après, pour les enfants. Mais on pourrait dire, pour les adultes,
Pour l'instant, vous voyez, l'autonomie qui met en rapport tellement fort le toucher et le psychisme, on le met très très en évidence par rapport justement donc aux enfants, mais il faut se rendre compte que ça continue dans notre vie adulte. On a besoin fondamentalement de toucher. On n'arrête pas de toucher, mais on ne s'en rend même pas compte. C'est tellement naturel en nous qu'on ne s'en rend pas compte, qu'on n'arrête pas de faire ça. Regardez, même quand on est amoureux, quand je dis que le toucher c'est la preuve de l'amour, vous imaginez, ah, on s'aime, on est amoureux, on est complètement amoureux. Bon, bah, à demain, bonne nuit. C'est même inimaginable, c'est ce qu'on appelait l'amour platonique avant. Ben non, c'est évident que si on s'aime, c'est la preuve par le toucher. Et voilà, du coup, il y a un toucher qui est adapté au degré d'amour qu'on peut avoir. Et c'est ça qui est important. On peut même souvent dire qu'une familiarité comporte des degrés d'approche de toucher. On peut toucher certaines parties du corps entre copains, entre amis ou dans un couple. Évidemment, c'est pas du tout la même chose. C'est vraiment quelque chose qui est complètement en rapport avec l'intimité qu'on peut avoir ou ne pas avoir. Mais le toucher, c'est vraiment ce qui prouve ce qu'on avance, ce qu'on dit, ce qui prouve nos sentiments. C'est vraiment fondamental. Alors vous allez me dire, quand on est dans la vie adulte, qu'à un moment donné, on vit seul, on n'a plus de toucher, on ne peut plus être touché, qu'est-ce qu'on a? On a plein de substituts, heureusement. Vous pouvez vous faire masser, vous pouvez aller chez l'esthéticienne, vous pouvez aller chez toutes sortes de papouillothérapeutes, toutes sortes de personnes qui peuvent vous faire du bien, toutes sortes de personnes qui, même d'un point de vue thérapeutique, pour vraiment vous donner un coup de main. Bref, vous pouvez vous faire toucher dans beaucoup de cas, des soins pour la peau, faire des cures, etc. Il y a tellement de choses à notre disposition pour se faire toucher. Et c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important. Bon, vous allez me dire, il y a des gens, quelquefois un petit peu plus virils, qui disent « Non, mais moi, aller chez l'esthéticienne, papouillothérapie, non, attends, très peu pour moi. » Qu'est-ce qu'ils font, ces gens-là? Mais ils font des sports de contact. Ils font des sports de contact, ils font du judo, ils font de l'aïkido, ils font des trucs comme ça. Ils peuvent même se cogner. Et oui, c'est quand même pas pareil que des caresses. Ah, mais c'est strictement pareil. Ils vont faire du rugby. Mais le tout, c'est de se toucher. Regardez le paradoxe même. Le rugby, c'est un sacré sport de contact. On n'arrête pas de se mêler et tout. Bon. Mais quand il marque un point, c'est très sobre. Le football, ça n'est pas un sport de contact. C'est même décommandé d'avoir des contacts en football. Du coup, il compense quand il marque un but. Enfin, on peut se toucher. Oui, c'est vraiment fondamental. On a besoin de ça. Vous allez me dire, mais c'est quelquefois un art martial comme ça, ou un peu un combat. Ah, mais ça n'a aucune importance, que ce soit un contact doux, que ce soit quelque chose de plus martial. Il faut se rendre compte que le fait de se toucher, c'est une reconnaissance. Si je te touche, si tu me touches, c'est qu'on se reconnaît. C'est qu'on existe bien l'un par rapport à l'autre. Soit parce qu'on s'aime, soit parce qu'on est des copains. Et comme on est des copains hommes, on va quand même pas se faire des bisous. Donc on se fait une petite tape dans le dos. Voilà, c'est ça qui est important. Regardez même, au niveau psychologique, des choses étonnantes. C'est un besoin. C'est vraiment, pour manifestation, on a besoin comme ça de se toucher. C'est vraiment une nécessité fondamentale de notre équilibre psychologique. Et on voit tout de suite comment le sens du toucher, il nous accompagne au quotidien, même socialement. On a besoin d'une poignée de main, de faire un bisou, une accolade, quelque chose. C'est un code social, mais on sent bien qu'on a besoin de se toucher. On dit, ah, mais c'est vraiment toi, et puis c'est vraiment moi. Et on se reconnaît. On ne se reconnaît pas par les yeux, on ne se reconnaît pas par la voix, on se reconnaît parce qu'on se touche. C'est vous dire à quel point c'est fondamental. Ça l'est tellement que du coup on n'en discute pas, on finit par l'oublier complètement au milieu de l'ouïe et de la vue, et pourtant il est là en permanence. C'est pas forcément ce sens-là qu'on éduque le plus à l'école, ou du moins, dans le passé, on n'en parlait absolument pas. On pouvait éduquer quelque chose du point de vue de la vue, du point de vue de l'ouïe, etc. Quelquefois même, comme on l'a vu, on pouvait éduquer du point de vue du goût et de l'odorat, mais souvent du sens du toucher, pas grand-chose. Même souvent au niveau simplement des textures. Alors maintenant, dans les écoles, on a énormément progressé par rapport à ça. Il y a des murs, quand on sait que les enfants adorent se promener en mettant les mains sur les murs comme ça, et qu'on leur dit surtout non, touche pas, ça salit les murs. Il y a des instituts futés qui ont mis toutes sortes de textures différentes complètement sur les murs, et c'est une façon de le faire. Regardez comme les enfants, quand ils jouent ensemble, n'arrêtent pas de se toucher. Mais c'est le contact permanent.
Ils sont tout le temps en train de se toucher, de se tirer, de se pousser, de jouer, de se bagarrer, c'est un contact permanent. Par rapport à les adultes, c'est tout à fait sidérant. C'est dire à quel point pour eux, c'est tout à fait fondamental. Pour eux, c'est le sens fondamental de l'existence. On se touche, donc on existe les uns par rapport aux autres. Donc ce serait vraiment d'autant plus important d'arriver à développer justement cet aspect-là. Alors on pourrait se dire, mais pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas vu plus tôt et pourquoi est-ce qu'on n'a pas suffisamment développé comme ça le sens du toucher? D'une part, parce que c'est vrai, oui, il est tellement intégré qu'on n'y pense pas. Il est tellement en nous tout le temps que quelquefois on n'y pense pas. Et puis, autant vous pouvez regarder quelqu'un et être complètement détaché. Quelqu'un qui vous regarde, vous regardez, vous pouvez entendre quelqu'un et parler à quelqu'un en étant complètement détaché. Vous pouvez faire les deux en même temps, entendre et pas de problème. Mais quelqu'un qui vous dirait on se touche, vous sentez là comme on perd complètement notre détachement. On se touche, comment tu veux dire quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux me toucher? Rien, pour prendre contact avec toi. D'un seul coup, on sent qu'on perd complètement notre neutralité, on perd complètement notre détachement. On dit non, pas de raison de se toucher, on est très bien comme ça, on est à distance. Donc on voit bien que le sens du toucher, il est très différent parce que c'est vraiment un sens qui nous amène à perdre complètement cette espèce de détachement et de neutralité. Il est perçu comme un sens qui pénètre en nous. Et effectivement, c'est bien de ça dont il s'agit, on va le voir. Le sens du toucher est certainement le plus indiscret de tous les sens. Et il est très difficile, quand on est touché, de pouvoir même se cacher, si on avait envie de se cacher. Alors qu'on peut très bien le faire avec la voix, avec l'aspect extérieur, avec la vue. Non, mais tout va bien, etc. Quand quelqu'un vous touche, et on sait très bien que voilà pourquoi tellement de thérapeutes ont besoin de toucher leurs patients, même s'ils n'ont pas d'ostéopathie, mais simplement le besoin de sentir la personne et de la toucher. Mais c'est comme ça, c'est ce qui renseigne le plus sur l'état du patient, sur l'état de la personne. C'est en fait, le toucher, c'est vraiment quelque chose qui ouvre une porte sur l'être que nous sommes. Chaque fois qu'on est touché, c'est comme si on était à nu et que la personne qui nous touche peut lire en nous comme dans un livre ouvert. Ça, on ne s'en rend pas compte, mais c'est pour ça qu'on se méfie, sans le savoir, on se méfie souvent du toucher parce que comme quelque chose qui est indiscret et qu'on préfère réserver à la sphère intime. Donc là, ok, pas de problème, on peut se toucher. Mais à l'extérieur, non, on ne se touche pas, ou alors simplement un petit bisou ou une poignée de main, mais pas plus, quoi, rapide. Il n'est pas question d'avoir d'autres formes de toucher parce que ça paraît effectivement étrange. Vous avez vu que pour chaque sens, il y avait une question. Chaque sens nous posait une question fondamentale. Le goût nous posait la question « qu'est-ce qui est bon pour moi ?» L'odorat nous demandait « avec quoi est-ce que j'ai envie de m'unir ou pas ?» Et l'ouïe nous demandait « quelle est la présence dont on perçoit la vibration ?» Là, le toucher va nous demander « quelle est la nature de la personne qui est en face de moi ?» Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça représente? J'ai entendu quelqu'un, je suis allé à sa rencontre, je l'ai touché, et maintenant j'ai envie de lui dire avec le toucher, qui es-tu, toi, fondamentalement? On peut très bien entendre avec une claire audience que quelqu'un va bien, ou que quelqu'un va pas bien, ou que quelqu'un a un problème. Ça s'entend, on peut entendre ça. Mais c'est tout ce qu'on entend, c'est une certaine claire audience, mais on ne peut pas en dire plus. Avec le toucher, on va aller beaucoup plus loin, on va essayer de trouver quelle est la raison pour laquelle tu vas pas bien. Quelle est la raison pour laquelle tu vas bien? Qu'est-ce qu'il y a? Quel est ton point fondamental? Quel est le point d'origine d'où émane ton rayonnement actuel? J'ai senti quelque chose et maintenant j'essaie de toucher. C'est quoi ton idée? C'est quoi ton plan? C'est quoi ton histoire fondamentale? Qu'est-ce que tu as derrière la tête? Oui, c'est pas une question de compréhension, c'est une question d'arriver à trouver et à comprendre l'autre dans ce qu'il est fondamentalement. Le toucher nous ramène toujours à l'être essentiel. Par le toucher, on peut trouver vraiment ce que l'autre est. Dans la limite de nos possibilités, naturellement. On va voir qu'au début, on n'est capable que de percevoir l'autre dans son essentialité de personnalité ou d'émotionnel. Mais c'est vrai que plus on va pouvoir remonter au niveau du toucher, plus on va pouvoir remonter sur véritablement l'être essentiel, là, mais beaucoup plus loin. Donc c'est vraiment quelque chose qui nous permet d'entrer dans l'essentiel et de ne pas rester donc complètement au bord. Il faut éduquer de plus en plus au toucher. Et nous-mêmes, si on comprend justement de plus en plus le rapport qu'il y a entre le toucher et la psychologie, et l'équilibre et l'affectif, et combien tout est complètement relié, c'est vraiment important, même dès l'école, d'arriver à trouver un toucher subtil. Et pas simplement un toucher physique. Ce serait tellement important d'enseigner aux enfants quel est le rapport donc, à leur corps, le rapport au corps de l'autre,
comment on se touche respectueusement, comment on sent l'énergie. Parce que le corps physique, naturellement, c'est pas que le corps physique dense, c'est aussi le corps d'énergie. Et donc comprendre que simplement quand on est à une certaine distance, déjà on se touche. Et que c'est pas la peine de se toucher physiquement. Quand on est à quelques centimètres des uns des autres, le contact, il y est. Voilà pourquoi un magnétiseur qui met les mains sur votre dos ou sur votre corps, qui arrête ses mains à 15 ou 20 centimètres, il vous touche. Il est totalement inutile en magnétisme de toucher physiquement. Ça sert à rien. Le corps éthérique, il dépasse un petit peu de cette taille-là. Et forcément, entre le rayonnement de ma main et le rayonnement du corps, il y a une distance qui fait que tout passe à ce niveau-là. Et donc ça veut dire quoi? Enseigner un toucher de plus en plus subtil, un toucher éthérique, et pas simplement un toucher physique. Là, aussi bien pour les enfants que pour les adultes, il y a un terrain d'exploration absolument fantastique. Nous habituer au toucher subtil, au toucher énergétique, et comprendre toutes les subtilités, tout ce qu'on peut entendre, tout ce qu'on peut percevoir, où est-ce qu'on peut remonter quand on touche quelqu'un. Ah, c'est vraiment donc quelque chose de tout à fait fondamental. Dans ce sens du toucher, on va trouver les 3 niveaux qu'on trouve d'habitude, nous avons vu pour les autres sens, le niveau physique, le niveau émotionnel, et puis le niveau âme et mental supérieur. Le sens du toucher va se décliner sous ces 3 aspects. Donc, en ce qui concerne le plan physique, le sens du toucher. En ce qui concerne le plan émotionnel, c'est un terme un petit peu plus complexe qu'on appelle la psychométrie émotionnelle. La psychométrie émotionnelle, psychomètre, ça veut dire mesurer le psychisme. C'est quelque chose qu'on retrouve même d'ailleurs dans des tests psychologiques un peu traditionnels. Mais là, donc, ça va beaucoup plus loin. C'est comme si on pouvait, à travers le toucher, arriver à mesurer l'état psychologique de quelqu'un. C'est exactement ce que je viens de vous dire. Mais là, puisqu'on est au niveau émotionnel, on quitte complètement, éventuellement, le besoin de la sphère physique. On rentre dans un toucher qui se rapproche beaucoup plus de ce que je viens de vous décrire à propos du corps éthérique. On touche sans se toucher. Ça veut dire qu'on va réaliser qu'on peut parfaitement se toucher les uns les autres sans avoir besoin du tout du contact avec la peau. Et que ça nous renseigne. Et nous-mêmes, on se rend compte qu'on peut se toucher non seulement énergétiquement, mais qu'on peut se toucher émotionnellement et qu'on peut se toucher mentalement. Et qu'à une certaine distance, c'est évident qu'on est en contact les uns avec les autres. Comment, à travers ce contact, je peux remonter à travers toi? À partir du moment où je me concentre sur le fait que je te touche, comment est-ce que je peux réussir à remonter à travers toi vers le point essentiel, du moins celui que tu vis en ce moment. Si ce n'est pas l'âme, ce sera un autre point. Comment, à travers ce toucher, on peut remonter à l'essentiel donc de quelqu'un? Ça, c'est ce qu'on va découvrir à travers la psychométrie émotionnelle. C'est pour ça que, encore tout à l'heure, je vous disais, Louis, on peut entendre quelque chose. Avec la psychométrie, on va essayer de voir quelle est la raison de la note que je viens d'entendre. On retrouve l'origine, le point d'origine. C'est ce qui nous fait remonter donc à l'essentiel. Là, c'est vraiment cette capacité qu'on a dans cette psychométrie. Alors, vous avez également des gens qui sont vraiment des psychomètres. Par exemple, vous leur donnez une montre ayant appartenu à quelqu'un, et rien qu'en touchant la montre, ils peuvent vous dire des choses sur la personne qui est là. Parce qu'il y a quelque chose, il y a un psychisme qui est relié à l'objet, ils arrivent à le décoder. Ce sont des gens qui ils posent la main sur un meuble et ils vous parlent de la vie de ce meuble. Qu'est-ce qu'il a connu? Ah, vous ne pouvez pas leur refiler un faux meuble. Un faux meuble ancien, ça ne marche pas. Ou bien ils vont rentrer dans une pièce, et ils vont vous dire ce qui s'est passé. Et là encore, ne mélangeons pas avec Louis. Quelqu'un qui a une clairaudience rentre dans une pièce et dit « je ne le sens pas ». C'est-à-dire qu'il y a une mauvaise ambiance. On peut entendre qu'il y a une note qui n'est pas bonne. Au contraire, qu'il y a une très très bonne ambiance. Celui qui est psychomètre, il va pas s'arrêter là, il va dire « oui, c'est normal, parce que dans cette pièce, il s'est passé ça. Parce qu'il y a des gens qui vivaient là-dedans, qui vivaient ça. » Et vous voyez, ça remonte à l'origine. C'est intéressant de voir que Louis nous fait entendre la cloche, et finalement, quand on arrive à remonter avec le toucher, on touche la cloche qui a sonné, on dit « ok, c'est toi qui as sonné, j'entends ». Mais donc, c'est quelque chose c'est vraiment dans le prolongement de Louis, mais c'est beaucoup plus précis parce que ça remonte à l'origine fondamentale. Et c'est pour ça que, quand on va travailler cette psychométrie émotionnelle, parce que c'est quelque chose qu'on a tous, hein, c'est évident que nous, avec le sens du toucher, on a cette psychométrie émotionnelle. On avait vu déjà avec la clairaudience émotionnelle combien on l'avait. On avait bien vu combien, quand quelqu'un nous parle et qui nous dit « ouais, je vais très très bien, merci, ça va ». On entend exactement l'inverse. C'est automatique, on n'a pas d'effort à faire. On a une clairaudience qui fait qu'on entend vraiment ce que la personne veut dire et non pas ce qu'elle dit. La psychométrie émotionnelle, c'est pareil. Quand on touche, par exemple, quand on caresse une peau, on ne va pas s'arrêter au toucher.
Non. Alors qu'on sait très bien que dès qu'on va caresser, que ce soit un enfant, un adulte, un chat, un chien, c'est un moyen de sentir d'autres choses. C'est vraiment une mise en contact fondamentale. Donc on est dans cette psychométrie émotionnelle. On va sentir quelque chose de la personne que l'on va caresser. Et c'est ce qui va nous amener progressivement, sans qu'on s'en rende compte, à pouvoir aller tellement beaucoup plus loin que la personne va employer des mots qui nous montrent qu'on n'est pas resté en surface. Qu'en touchant, on est rentré profondément. Par exemple, on va dire, ah alors là, ce que tu viens de dire, ça m'a vraiment, vraiment touché. Là, j'ai été touché vraiment fondamentalement par ce que tu as dit, parce qu'en fait, tu as mis le doigt sur un problème fondamental. Je dirais même que tu as mis le doigt là où ça fait mal. Et je veux dire que tu as touché juste. On pourrait continuer comme ça. Vous voyez, ce vocabulaire qu'on utilise tout le temps et qui montre qu'à chaque fois que le sens du toucher, il est relié à quelque chose où on met le doigt dessus. On n'est pas resté dans la périphérie. On n'a pas simplement entendu à peu près ce dont il s'agissait. On dit ce qui est, toi, tu as ça. Toi, tu as ce problème. Toi, en ce moment, il faudrait que tu entendes ça. Et la personne qui sent ça, ça lui fait un impact. Elle est touchée fondamentalement. Et ouais, exact. C'était ça que j'avais besoin d'entendre. Là, tu as raison. Là, tu as touché vraiment. J'ai essayé de cacher ça, mais ça servait à rien. Tu es allé droit dessus. C'est ça, vous voyez, la qualité justement du sens du toucher. Et c'est ce qu'on va retrouver donc avec cette psychométrie émotionnelle. C'est vraiment quelque chose de très, 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 très fort. Naturellement, ça ne va pas s'arrêter à la personnalité, parce que la psychométrie émotionnelle, elle s'arrête simplement donc à la personnalité. Ça va aller beaucoup plus loin. On va remonter à ce qu'on appelle la psychométrie supérieure, mais cette fois-ci, on va aller donc dans le domaine de l'âme, et donc dans le domaine du mental supérieur. Le mental inférieur étant relié à l'émotionnel, ici, donc dans la psychométrie émotionnelle. Et bien sûr, ça va nous amener tout de suite à la méditation. Et là, on se rend compte quelquefois que quand on parle de méditation, on parle toujours de contact avec l'âme. On ne vous parle pas d'ouïe de l'âme, de vue de l'âme. On parle toujours de contact. Est-ce que tu as un contact avec l'âme ou pas de contact avec l'âme? Et on dit souvent, je ne sais pas. Je ne sais pas comment dire, parce que je sens que j'ai un contact, mais j'ai des choses qui se passent, je sens des vibrations, mais je ne saurais pas te dire si c'est des vibrations de l'émotionnel, ou si c'est des vibrations que je m'invente, ou si c'est des vibrations de l'âme. On parle tout de suite en système vibratoire, on parle en contact, parce qu'on est vraiment complètement dans le sens du toucher. Le sens du toucher, c'est vraiment, donc, là encore, ce qui nous fait toucher l'âme dans la méditation ou à d'autres moments. Je compare avec le sens de l'odorat, parce que le sens de l'odorat, je vous avais dit, c'est le sens de l'union. Mais on avait vu qu'avec le sens de l'odorat, et on l'avait pratiqué en méditation, c'est vraiment important de voir que c'est lui qui va nous indiquer vers quoi et avec quoi on s'unit. Et combien il était utile dans la méditation, quand on commence à respirer par le nez pour rejoindre l'âme que nous sommes, on respire, et à chaque fois qu'on respire, c'est comme si on respirait le parfum de l'âme. Et on respire ce parfum de l'âme, et ça nous amène progressivement à contacter l'âme. Ça y est, on va avoir un contact. On est dans la périphérie de l'âme. Mais à un moment donné, à force de monter comme ça et de percevoir l'âme, il y a un contact avec l'âme. L'odorat cesse quand le toucher est là. Il cède la place. C'est plus la peine de sentir, maintenant on est en contact. Souvent, on s'imagine qu'on est en contact, parce qu'on est simplement, on voit l'âme, on imagine ses qualités. Mais est-ce qu'on sent véritablement un contact? On pourrait dire, mais est-ce qu'il y a un moyen de savoir si on est en contact ou pas? Oui, il y a un moyen, c'est l'état vibratoire. Tout contact nous fait changer d'état vibratoire. Hein, on sent bien que quand quelqu'un nous touche, ou quand on touche quelqu'un, ou surtout quand on est amoureux, etc., on sent bien qu'il se passe quelque chose. Et donc, on sent comme un tressaillement, on sent qu'il y a quelque chose qui est un petit peu différent. Et lorsqu'on peut dire qu'à un moment donné, on touche l'âme, ça donne effectivement une vibration quelque peu différente. Alors que quelquefois, quand on médite, il y a des jours où ça ne marche pas tellement, on dit qu'on contacte l'âme, on est dans la qualité, ça change quoi du point de vue vibratoire? Pas grand-chose, je redescends. C'est très différent d'avant ta méditation? Pas vraiment. Bon, voilà, on dira que pour aujourd'hui, ça n'a pas bien marché. Le contact amène quelque chose, un état vibratoire quelque peu différent. Et surtout, le toucher, c'est une transformation de l'attitude vis-à-vis de l'âme. Quand on commence la méditation, on commence par se concentrer au niveau du front, de la personnalité, puis après on remonte complètement avec la respiration vers l'âme. Mais quand on est dans ce processus, on imagine peut-être la qualité d'âme que nous sommes, ou les qualités fondamentales, ou une clarté, mais c'est toujours quelque chose qui est quelque peu extérieur à nous. Je vais contacter l'âme. Et même quelquefois, quand je réussis, que je dis j'ai un contact avec l'âme, vous voyez, même le mot j'ai un contact avec l'âme, c'est encore très duel. Il y a moi, et moi j'ai un contact avec l'âme, quelque chose qui est autre. Ce qu'amène le contact, ce qu'amène véritablement le sens du toucher, c'est la cessation de cette dualité. C'est d'arriver à un moment donné, j'ai contact avec moi en tant qu'âme.
Je me suis mis en contact avec moi en tant qu'âme, et non pas avec l'âme comme quelque chose d'autre. Oui, ça paraît être un détail, mais c'est tout à fait fondamental parce que c'est ce qui nous ramène complètement dans ce processus d'unité. Et naturellement, quand on est dans ce contact, quand on est dans cette unité, c'est là que la notion de contact d'âme à âme, comme on dit souvent, prend tout son sens. C'est là qu'on s'aperçoit que ce sens du toucher, c'est pas quelque chose qui nous fait additionner les âmes. Ah oui, c'est vrai que toutes les âmes que nous sommes ici, les unes après les autres, additionnées, on forme un groupe. Ah non, non. C'est là qu'on touche véritablement ce qu'est le groupe. C'est-à-dire un ensemble unitaire d'âmes. Et non pas une addition d'âmes. Ce qu'on trouve, c'est vraiment le sens de l'unité. Voilà pourquoi le sens du toucher, fondamentalement, il est relié au rayon 2. Ce grand rayon d'amour-sagesse qui est le rayon phare, le rayon majeur de notre système solaire, il est complètement donc relié à ce rayon d'amour-sagesse. Parce que, comme vous pouvez le voir à tous les niveaux, eh bien, la science du toucher, elle est complètement en rapport avec l'union. Qu'il s'agisse de l'unité, vous voyez, au niveau physique, de rassembler les mains, se rassembler émotionnellement, affectivement, qu'on essaie de se rassembler d'âme, qu'on essaie la personnalité et l'âme dans la méditation, les âmes entre elles, etc. Tout concourt complètement à l'unité. On pourrait dire vraiment que le sens du toucher, c'est le sens de l'amour. C'est le sens de l'unité fondamentale de tout. Mais l'amour non pas pris comme un processus de relation entre des êtres séparés, et donc non en contact, mais comme un processus où tout se touche. On va en reparler tout à l'heure. Tout se touche et donc on est forcément un. Et c'est ce qui nous amène également à pouvoir être en contact en méditation après avec le mental abstrait, avec le mental des idées fondamentales. Et donc c'est le moment où on peut être porteur des idées abstraites, des idées fondamentales qu'on a à amener sur Terre, parce qu'on est aussi en contact avec cette zone donc universelle. Voilà pourquoi, vous voyez, là encore, dans l'histoire de la méditation, dans l'histoire du contact avec l'âme, eh bien, la psychométrie supérieure, c'est ce qui nous permet de toucher l'âme et de changer complètement notre approche de l'âme. C'est-à-dire de ne plus être dans la dualité, mais d'être dans l'unité. Et puis de découvrir, parce que là aussi, dire, mais l'âme, c'est quoi? Ben vas-y, explore. Profite du toucher pour dire qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que tu es en train de vivre, c'est quoi la source, c'est quoi sa qualité fondamentale, qu'est-ce que tu peux trouver d'autre comme qualité. Quand on est en contact avec l'âme, alors là, comme on le fait exactement au niveau psychométrie émotionnelle, on peut découvrir toutes sortes de choses de ce point de vue-là. C'est quelque chose vraiment qui peut aller extrêmement loin. Voilà donc ce qu'on peut dire de cette psychométrie supérieure. Et pour vous montrer combien c'est un sens extraordinairement complexe et très différent des autres, il n'est pas simplement relié au rayon 2. Tout ce que je viens de vous montrer, c'était complètement l'histoire du sens du toucher et du sens de l'unité. C'est avant tout donc le processus d'union. Mais il a un deuxième rôle. Il est complètement relié aussi au rayon 1, le rayon de volonté, puissance, le volonté de pouvoir. Complètement relié aussi à ce rayon. Ah, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que le sens du toucher, c'est le sens du pouvoir. C'est celui qui nous donne le pouvoir. Et si on ne l'a pas, c'est celui qui nous donne la puissance. Je crois l'avoir suffisamment expliqué tout à l'heure, de voir tout ce qu'on peut faire, toute notre vie quotidienne, notre rapport au réel, tout ça, tout ce qu'on peut faire quand on a le toucher, puis qu'on a des mains. Si d'un seul coup on n'a plus de toucher, qu'on n'a plus de mains et qu'on ne peut plus rien faire, on est dans l'impuissance la plus totale. Donc c'est vraiment ce sens qui nous donne la puissance d'être, la puissance d'agir, la puissance de faire, la puissance de donner un coup de pouce, la puissance de donner un coup de main à quelqu'un. C'est vraiment avec ça qu'on intervient et qu'on agit continuellement. C'est vraiment le sens du pouvoir. Là encore, vous aurez deviné que si la peau est l'organe sensible du toucher, l'organe d'action, la fonction active, comme pour chaque sens il y a toujours une fonction active, eh bien ce sont naturellement les mains. Et les mains sont vraiment particulièrement détentrices de ce pouvoir. On peut tout faire avec les mains. C'est de vous dire le pouvoir de ce sens du toucher et l'impuissance quand on le perd. Intéressant parce que ça existe aussi naturellement, puisque ça existe physiquement, sur les autres plans. Ça veut dire que émotionnellement, c'est aussi ce qui va nous donner un pouvoir. Si je réussis à toucher émotionnellement les autres, ça a du pouvoir. Un acteur qui a le pouvoir de toucher les autres au théâtre, un film, un musicien qui a le pouvoir de toucher les gens à travers sa musique, un peintre qui peut toucher les gens à travers ses peintures, etc., etc. C'est un pouvoir émotionnel absolument extraordinaire. Le pouvoir de toucher et de donner des émotions aux autres, c'est un pouvoir. Ou même mentalement, le pouvoir justement aussi de penser et d'arriver à donner ses pensées à l'humanité, que ce soit des pensées scientifiques ou des pensées philosophiques, d'arriver justement à donner ça. Tout ça, ça va passer complètement par ce processus du toucher.
Il y a beaucoup de mots initiatiques dans lesquels on retrouve le sens du toucher. Par exemple, les chevaliers au Moyen-Âge, ils étaient adoubés par le toucher, par l'épée. C'est le pouvoir de l'épée qui confère la puissance. Donc comme ça sur l'épée. Et on retrouve ça encore dans des rites initiatiques encore bien présents maintenant. On retrouve ce pouvoir de l'épée qui fait que quand on touche quelqu'un, ça confère une certaine puissance. Ça confère une initiation. Remarquez comme l'épée est impersonnelle. Toucher quelqu'un de l'épée en lui disant voilà, par cette épée tu reçois tel pouvoir, c'est beaucoup plus impersonnel que de dire je vais te toucher et ça va te conférer le pouvoir. Là, ça c'est beaucoup plus individuel et beaucoup plus personnel. On y croit moins. Alors qu'au contraire, avec l'épée, c'est quelque chose qui est très très fort. C'est vraiment quelque chose qui est puissant. Et donc voilà pourquoi on retrouve souvent dans les initiations ce symbole de l'épée, ou bien Harry Potter et la baguette magique qui a le pouvoir de toucher tout à distance, pour le bien ou pour le mal. Ou bien les baguettes d'initiation, qui sont symboliquement des baguettes qui justement confèrent l'initiation à quelqu'un, qui montrent un petit peu son niveau vibratoire. Donc on a vraiment tout ce sens du toucher, pour dire à quel point il est complètement associé au pouvoir et à l'affirmation du pouvoir du rayon 1. Il est extrêmement puissant. Mais qui dit pouvoir dit très rapidement abus de pouvoir. Et c'est encore une des raisons pour lesquelles on se méfie beaucoup du sens du toucher. Car c'est effectivement avec les mains, le pouvoir est très très présent. L'abus de pouvoir, il est également très très présent. Il peut être aussi fort que la capacité de pouvoir. Du point de vue physique, c'était tout à fait évident. On a vite fait de vouloir contraindre les autres, les prendre de force, les battre, jouer la loi du plus fort, les mettre en prison, les contraindre, les violenter, les violer. Et on sait très bien que dans l'actualité actuellement, les abus de pouvoir du sens du toucher et des attouchements, les enfants, les adultes, etc., c'est d'une actualité brûlante. Comme par hasard, dont on parlait très très peu avant. C'est comme si avant c'était normal. Maintenant, ça suffit. Et on se rend compte que non, le toucher, c'est une fonction fondamentale qui peut être tellement déséquilibrante et qui fait partie des grands abus de pouvoir. C'est beaucoup plus difficile d'abuser du pouvoir de l'ouïe, du pouvoir de la vue. Le toucher, c'est tous les jours, tous les jours, tous les jours. Violence, contrainte, viol, c'est vraiment quelque chose qui est complètement d'actualité. Ça, j'étais sur le plan physique. Mais sur le plan émotionnel, c'est pareil. Sur le plan émotionnel, il faut se rendre compte que là encore, nous, on est violés en permanence, on est contraints en permanence. Mais comme ça ne touche pas notre intégrité physique, c'est comme si ça compte moins. Regardez comment on est pourtant agressé souvent par le bruit. Ou comment on peut être agressé par la publicité, ou comment on peut être agressé par les réseaux sociaux, comment on peut être agressé par des affiches, comment on peut être agressé par toutes sortes de choses. Des gens qui essayent justement en se servant du sens de la vue et du sens de l'ouïe, de nous toucher en permanence, comme consommateurs, comme des personnes qui allons pouvoir acheter ceci ou pas. Dans notre société, il y a une agression perpétuelle du sens du toucher émotionnel, comme si on nous disait, il faut désirer ceci, il faut aimer ça, que vous pensiez comme ceci, que vous ayez ces idéaux. Et on voit bien que la contrainte, la violence, le viol, là au niveau émotionnel, c'est tout le temps. Il y a toujours des gens qui sont là pour vous envahir avec leur affectif, avec leur désir, avec leur volonté, qui veulent absolument vous convaincre, vous persuader. Stop. Silence. Calme. C'est qu'on en a marre d'être touché de toutes parts, à tout moment, par tout ce qui nous agresse au niveau émotionnel et au niveau des idées. C'est permanent. Donc il y a des moments où on n'a qu'une envie, fermer la radio, fermer la télévision, etc., s'isoler, aller un peu tout seul dans un coin, stop. On ne se méfie pas du tout suffisamment du pouvoir du toucher de tous ces éléments qui nous environnent constamment. Et du coup, comme on ne s'en méfie pas assez, nous on aurait tendance aussi à le pratiquer. Est-ce qu'on se rend compte que nous aussi on pourrait avoir tendance à vouloir toucher les autres de force? Chaque fois qu'on veut convaincre quelqu'un, chaque fois qu'on veut lui asséner nos arguments, des arguments massus, façon de toucher. Une fois qu'on ne veut vraiment contraindre les autres à nous écouter, il faut que tu comprennes ça, puis il faut que tu entendes ça. Mais stop, on est complètement violent. On est en train d'agresser l'autre. C'est pas physiquement, on n'est pas en train de le violer physiquement, mais émotionnellement, oui. Et l'autre, on voit très bien qu'il essaie de reculer, il essaie de ne pas toucher. Et quelquefois, s'il est faible, vous pouvez réussir à l'atteindre avec votre pensée, avec vos idéaux, etc. Et c'est là qu'il faut faire attention. Parce que ce soit adressé à quelqu'un que vous avez comme ça sous la main, ou que vous envoyez ces formes de pensée dans le monde, ce sont toujours des formes de pensée de violence. C'est pour ça que, si vous vous souvenez, on avait mis ça en évidence l'année dernière, une des premières choses à laquelle on doit veiller dès qu'il y a évolution, c'est ce qu'on appelle l'innocuité, ne pas nuire.
Or, nous sommes extraordinairement nocifs chaque fois que nous utilisons le sens du toucher, qu'on veut toucher les gens. On veut toucher les gens parce qu'on est sûr que notre idée est bonne. Il faut absolument qu'ils apprennent et qu'ils les touchent. Non, mettons nos pensées à disposition des gens. Ils apprennent, tant mieux. Ils n'apprennent pas, aucun problème. Ne forçons rien. Tout forcing est une forme de violence et d'abus de pouvoir. Et donc, oui, c'est vraiment important de se rendre compte de ce processus du rayon 1 et de cette notion de pouvoir. Or, là aussi, peut-être éduquer les enfants, toucher, puisque eux, ils pratiquent le toucher en permanence. Ça veut dire quoi? Quand on touche, quand on oblige, quand on crie, quand on essaie toujours d'atteindre l'autre d'une manière ou d'une autre. Donc aussi bien pour les enfants, les adolescents et les adultes, ça implique quoi ce sens du toucher? Et oui, on est complètement au-delà du simplement toucher de peau à peau. On est vraiment dans le fait de se toucher les uns les autres. Et dans une société, on n'arrête pas de se toucher. On est tous justement en contact les uns avec les autres. Du coup, on peut se demander, mais si on est tous en contact les uns avec les autres, est-ce qu'on est susceptible d'être touché partout? Ben oui. On peut être touché partout. Tout nous touche. Ça, c'est intéressant parce que c'est l'histoire du corps éthérique. Le corps éthérique de l'humanité, dont nous sommes, nous, une petite partie, c'est quelque chose qui est absolument global, qui est planétaire, qui d'ailleurs rejoint le corps éthérique de la planète. Lequel corps éthérique de la planète rejoint le corps éthérique du système solaire, qui rejoint le système éthérique de la galaxie. Donc on sait très très bien que le vide n'existe pas, et que tout est un immense corps d'énergie, dans lequel tout se touche. Même la physique quantique parlait de principe de non-localité, quand on fait des expériences avec des particules qu'on sépare à des centaines de kilomètres, et qui se touchent toujours. Ça défie notre logique spatiale. Et pourtant, on sait que dans l'univers, tout se touche à tout moment et que les distances ne comptent pas par rapport à ce sens du contact. Alors on pourrait se dire, mais alors c'est affolant, parce que si on peut être touché partout, à tout niveau, à tout moment, tout peut être en nous. Ouais, heureusement, là il faut faire une nuance. Tout nous traverse, mais tout ne nous touche pas. C'est une nuance extrêmement importante. On est effectivement traversé partout. Toutes les énergies nous traversent. Qu'elles soient supérieures, qu'elles soient à n'importe quel niveau, les énergies astrologiques, les énergies de rayon, que ce soit des énergies basses, tout nous traverse absolument. On ne peut pas s'isoler. Il n'y a pas moyen de se mettre une protection dans laquelle les énergies ne passent pas. C'est impossible. Tout nous traverse. Mais tout ne nous touche pas. Qu'est-ce qui va nous toucher? Uniquement ce avec quoi on va être en syntonie vibratoire. On va être touché ce avec quoi on a exactement le même processus vibratoire. Quand on a cette même notion vibratoire, là on va être touché. Sinon, des choses sont trop hautes, elles vont nous traverser, ça ne nous fait strictement rien, ou elles seront trop basses et ça ne nous touchera pas non plus. Et ça, c'est important de voir que c'est la ressemblance vibratoire, c'est la similitude vibratoire qui crée les affinités, qui crée les unions et qui crée le fait qu'on se touche ou pas. Et du coup, ça crée un contact, ça a un impact, ça nous atteint à différents niveaux. Par exemple, on est dans un moment bélier, on peut voir combien quelquefois les énergies les plus subtiles de l'énergie du bélier, elles nous traversent, on ne peut pas les éviter. Mais est-ce que ça nous touche? La plupart du temps, non. Par contre, les énergies plus denses du bélier, est-ce qu'elles nous touchent? Ah oui, ça se traduit comment? En ce moment, par une espèce d'hyperactivité, une tendance à faire des projets sans beaucoup réfléchir, à foncer. C'est le printemps, quoi. Ah, celle-là, elle nous touche. Mais parce qu'on va se situer là. Si on se situait dans un état vibratoire beaucoup plus haut, ces énergies comme ça d'activisme ne nous toucheraient plus. On serait beaucoup plus touché par des énergies beaucoup plus subtiles. C'est à nous de régler notre processus vibratoire pour être touché par certaines vibrations et pas par d'autres. On peut effectivement être atteint par tout, mais c'est nous qui finalement, selon notre réglage vibratoire, allons voir qu'est-ce qui nous correspond, qu'est-ce qui ne nous correspond pas. Et donc, on n'est pas touché par n'importe quoi. Donc, c'est complètement inutile de se protéger avec des systèmes comme ça en disant il faut se protéger des énergies négatives, des énergies basses. Ah, mais si vous n'êtes pas négatif, ça ne vous atteint pas une seconde. Si vous n'avez absolument pas une once de négativité en vous, si vous n'êtes pas du tout agressif, pas du tout... Ah, mais ces énergies, elles peuvent vous traverser complètement en masse. Il peut y en avoir plein autour de vous, ça vous traverse. Parce que vous n'êtes pas là. Vous voyez, c'est ça qui est intéressant. Par contre, si vous êtes là sur le passage de cette énergie et que vous avez effectivement, vous, un échantillon de ça, là, je l'ai senti passer, là, ça m'a touché, là, oui. Voilà. On n'est touché que en rapport avec le niveau vibratoire sur lequel on se situe. Alors, on pourrait se dire, mais du coup, on évolue comment? Parce que c'est bien gentil, parce que si on ressent que les énergies du niveau vibratoire sur lequel on est, comment est-ce qu'on avance? Et là, c'est encore quelque chose qui est très intéressant par rapport au rayon 1. En effet, le rayon 1, encore lui, toujours en rapport avec le sens du toucher, il va nous proposer une loi fondamentale qu'on appelle la loi de vibration.
C'est une loi cosmique fondamentale qui dit que tout est vibration, bon, la science maintenant le dit aussi, et que comme tout est vibration, au départ, la vibration est extraordinairement subtile, et que plus on descend dans ce qu'on appelle les zones plus denses, la vibration ralentit, et que c'est même elle qui va donner naissance à la matière la plus dense étant la vibration la plus alourdie. En termes musicaux, on pourrait dire que on est vraiment ici dans l'hyper aigu, et qu'on est vraiment complètement dans le grave, et donc une vibration lente quand on est dans la matière. Et que nous-mêmes, en tant qu'humains, au début, on commence un petit peu avec ces vibrations lentes, et qu'on nous dit que nous sommes, nous, dès le départ, un petit peu dans une vibration un peu alourdie, lente, léthargique, et que c'est en apprenant à vibrer plus vite dans nos vies qu'on évolue. Que le secret de l'évolution, c'est d'apprendre à vibrer plus vite. Voilà ce que nous dit la loi de vibration du rayon 1. Vous allez me dire, c'est gentil, ça nous fait une belle jambe, mais on fait comment pour apprendre à vibrer plus vite? Par le toucher, puisque c'est aussi rayon 1. Je vous explique. Le sens du toucher est assez mystérieux dans son étymologie. Quand on consulte les dictionnaires étymologiques, bien sûr, ils ont une version, mais ils n'en ont pas qu'une. Certains disent que ça vient plutôt de tel mot, d'autres de tel mot. Ils ne sont pas tout à fait d'accord sur l'étymologie du sens du toucher. Or, Alice Bellet, le tibétain, justement, on reprend ce disant, l'étymologie du mot toucher est assez mystérieuse parce qu'en fait, elle vient d'une racine sanscrite. Et donc, la racine sanscrite qui est à l'origine du mot toucher veut dire attirer dans un mouvement rapide. Oui, alors attirer, on voit bien. C'est ce qu'on a traité à propos du rayon 2. Effectivement, ça attire complètement, c'est vraiment le processus de l'union. Mais qu'est-ce que vient faire dans un mouvement rapide? Est-ce que ça voudrait dire que toucher produit justement quelque chose du point de vue de la loi de vibration? Est-ce que le toucher recrée une accélération? On va prendre 3 exemples différents. Premier exemple. Je tombe amoureux. Je tombe. Vous sentez comme d'un seul coup, ça vibre plus. Vous sentez comme une accélération, si vous vous souvenez un peu. Je tombe amoureux. Et donc, je suis amoureux, et voilà, et ma vie n'est plus pareille. Moi, j'avais une vie pépère, tranquille, etc. Et puis, j'attends avec impatience la première rencontre, le premier baiser, puis ça y est, puis on s'aime. Puis c'est formidable, puis on vit ensemble. Moi, c'est super, c'est génial. Et vraiment, d'un seul coup, ma vie est complètement accélérée au niveau affectif, au niveau de l'amour. Je sens des choses. Avant, j'étais vraiment complètement rangé, ordonné. Mes vies étaient d'un banal pas possible. Mes journées étaient toutes les mêmes. Yes! C'était mon premier exemple. Deuxième exemple. Vous allez à une conférence sur la physique quantique faite par un spécialiste, par un physicien, dont on vous dit que ça ne va pas forcément être facile à comprendre, mais on dit qu'il explique bien. Alors vous allez à cette conférence, et effectivement, il explique bien, et il vous emmène petit à petit, degré par degré. Bon, il y a quelques détails, des formules mathématiques, vous ne comprenez rien, mais c'est pas grave, mais il vous emmène. Et puis d'un seul coup, il vous fait comprendre la physique quantique. Et vous arrivez là, et vous dites, waouh, mais j'ai compris. Et vous sortez de la conférence, vous dites, mais c'est génial ce truc. J'avais rien compris jusque-là, mais alors lui, il est champion pour nous faire comprendre les choses. Là, ça s'est ouvert. J'ai l'impression d'avoir un mental qui s'est illuminé, qui s'est éclairé d'un coup. Troisième exemple. Vous allez à un spectacle où il y a beaucoup de monde, un spectacle dans lequel les artistes essayent de faire passer des messages profonds, des messages intéressants, de qualité, et vous vibrez comme ça avec tous les gens qui sont là. Il y a un tel rapport entre les artistes et les spectateurs entre eux, que vous ressortez de là. Si vous désespériez du monde, vous dire mais c'est pas possible, il ne faut pas désespérer du monde. Il y a de la beauté, partout, puis il y a de la beauté entre nous. On sentait qu'il y avait une espèce de partage, tellement entre nous, on partageait exactement la même chose, on partageait la même vie, l'humanité est une, il n'y a pas que des gens qui se battent, etc. Et vous ressortez du spectacle regonflé, accéléré, et votre vie s'accélère. Donc vous voyez comment, 3 exemples différents, je tombe amoureux, je comprends une conférence difficile, j'accélère mon mental, j'assiste à un spectacle, j'accélère complètement donc mon processus de partage et de joie. Bon, maintenant voyons un petit peu ce que nous disent ces 3 exemples. Ils ont 2 points en commun. Le premier point qu'ils ont en commun, c'est qu'effectivement, ça accélère, c'est qu'il y a eu un processus de toucher, c'est qu'effectivement, être amoureux, on a été complètement touché, certains points de vue, ça a accéléré. On a touché quelque chose de mental dans la compréhension avec la conférence, c'est très bien, et ça a accéléré aussi mon mental, et j'ai été complètement touché également donc, par le spectacle et le rapport entre le public et les artistes, et là aussi il y a quelque chose donc, de l'ordre du toucher qui a accéléré aussi ma vie. Mais dans les 3 exemples, ça ne dure pas.
J'ai été amoureux, et ma vie pendant un certain temps, ça dure un certain temps. Hein, ça dépend des gens, des circonstances, etc. Après, la conférence. Là aussi, vous rencontrez un copain 2 jours après, et vous dites, j'étais à une conférence physique quantique, fabuleux. Non mais attends, j'ai compris, mais vraiment comment ça marchait, c'est extraordinaire. Attends, je vais te dire. Alors, alors c'était clair pourtant. Quand je suis sorti de la conférence, je sentais que j'aurais dû prendre des notes parce que c'était clair, c'était évident. Eh bien oui, votre mental qui avait été ouvert, qui avait été accéléré, est revenu à son niveau habituel. Vous avez tout perdu. Et puis la même chose, ce qui s'est passé, l'accélération de vie, de partage au niveau du spectacle, ça vous dure peut-être aussi 24 heures, 48 heures, peut-être plus. Puis à un moment donné, la vie reprend le dessus, puis voilà, puis les égoïsmes, et puis la vie est moche, et puis vraiment, bon, voilà. Et ça ne dure pas non plus. Donc on pourrait dire, oui, le toucher, ça accélère. Oui, ça accélère la vibration, mais à quoi ça sert, puisque ça ne dure pas? Et le deuxième point en commun de tous ces 3 exemples, c'est que oui, ça ne dure pas, mais ça vous a montré que c'est possible. Et que c'est le début de quelque chose. C'est le début de la zone du possible. Vous êtes entré dans cette zone du possible au-delà pour vous y installer. Et que finalement, à travers cette zone du possible, c'est ça qui va vous tirer vers l'avant et qui va faire que progressivement, vous allez monter vibratoirement d'échelle. C'est que finalement, vous allez vous apercevoir que oui, il y a moyen d'aimer, il y a moyen de sortir comme ça de la vie bête comme ça, il y a moyen de vivre quelque chose d'autre. Et que si je me prends en charge et si je le fais un petit peu autrement, parce que là je dépendais de l'extérieur, c'est parce que j'aimais quelqu'un, mais peut-être que je peux me débrouiller aussi tout seul pour arriver à retrouver cet amour. Et donc c'est possible, je l'ai déjà fait. Mentalement aussi. Mais mentalement, c'est vrai que je suis revenu à mon niveau, après avoir été terriblement accéléré. Mais si je le travaille, mais je peux parfaitement le garder, ce niveau, puisque je l'ai fait, c'est possible. Je ne suis pas une quiche. Donc c'est vraiment quelque chose qui est tout à fait probable. Donc si effectivement, là aussi, je rentre dans ce niveau du possible, c'est quelque chose qui va remonter. Et puis la même chose au niveau du partage et du spectacle. Je me dis, mais bien sûr, il faut garder cet espoir. C'est ce qui donne la conscience de groupe, c'est ce qui donne la conscience d'unité. C'est que si on se rend compte qu'effectivement, on est tous capables, comme ça, de se partager dans certains moments, c'est que vraiment le groupe existe, c'est que l'humanité une existe, et qu'il faut garder cela. Il ne faut pas simplement le relier à un spectacle à un moment donné, il faut le trouver en soi. Et finalement, ce qui est génial, c'est que tous ces moments, oui, ils ne durent pas parce que ce sont des moments qui viennent de l'extérieur, c'est des moments où on est touché, mais ce sont surtout des moments d'accélération de notre vie, de notre cœur, de notre mental, de tout ce que vous voulez, selon les exemples que je viens de prendre, et qui nous permettent de dire, tu peux le faire, tu peux le retrouver. Ne cherche pas à reprendre systématiquement des spectacles pour retrouver ces moments-là. Ne fais pas toutes les conférences scientifiques pour retrouver une ouverture du mental. Mais pourtant, ça se fait. Regardez par exemple les gens qui vont voir Amma. Vous savez, cette indienne qui prend dans les bras. Mais c'est fabuleux. C'est un sens du toucher. Oui, ils se font toucher. Ils sortent de là. Ma vie n'est plus pareille. Il y a une accélération. Ça dure quoi? Vu comme il y a la queue, ils n'ont plus qu'à reprendre la queue puis à recommencer. Non, ça ne dure pas. Mais ça leur dit, s'ils veulent bien écouter, t'en es capable. Ça veut dire que si tu portes ça en toi, tu peux vraiment décider par la méditation ou par d'autres choses à retrouver ça en toi. Et c'est ça qui est important. Et la méditation, c'est exactement la même chose. Quand on va méditer, quand on monte en méditation, là aussi, il y a quelque chose justement un petit peu de cette excitation, il y a quelque chose de ce niveau vibratoire. Qu'est-ce qui fait qu'on a le contact avec l'âme? Simplement, est-ce que vous changez de niveau vibratoire? Si à un moment donné, vous montez, et que vous sentez qu'il y a comme une vibration différente, ok, il y a contact. Ça change votre vibration d'être, il y a contact. Si vous redescendez justement de la méditation en disant « Ouais, je ne suis pas pareil à la redescendre qu'à la montée », c'est qu'il y a eu contact avec l'âme. C'est l'état vibratoire, c'est l'accélération qui fait les choses. Par contre, si vous méditez puis que c'est le même état vibratoire et que vous descendez, bon, là, pour aujourd'hui, c'est raté. Donc c'est ça qui est vraiment important, c'est d'arriver à comprendre que la méditation, c'est pareil, c'est ce qui va nous amener tous ensemble à retrouver ce qu'on peut trouver par l'affectif, par un spectacle, par toutes sortes de personnes. À l'extérieur, on en est capable en nous-mêmes, en retrouvant justement ce contact avec l'âme. Le problème, oui, c'est vrai, c'est que ça ne tient pas. Mais vous voyez, c'est ça qu'il faut comprendre. Le fondement du toucher,
c'est vraiment d'accélérer la vibration. Ça sert fondamentalement à ça. Vous voyez, c'est comme si, vous voyez, ma main, là, ici, c'est une vibration maximale. Puis moi, je m'approche, là, et j'ai pas cette vibration-là. Et que ce soit l'un ou l'autre de mes exemples, eh ben, au fur et à mesure que je vais m'approcher, ça y est, je vibre au même niveau. Puis quand je vais reprendre mon système, c'est vrai que, ben voilà, j'attiens un certain temps, puis au fur et à mesure que je m'éloigne, eh ben non, finalement, je suis redevenu normal. Mais à force d'y aller, mais à force de devenir ça, mais à force de pouvoir vraiment faire ça, c'est quelque chose qui va tenir. Il y a une science fondamentale par rapport au toucher qu'on appelle la science de l'impression. En effet, quand on va toucher quelque chose qui vibre beaucoup plus rapidement, c'est quelque chose qui va nous mettre complètement en impression. C'est vraiment le contact, c'est la science de l'impression. Se mettre en contact avec quelque chose qui vibre plus vite, ça nous impressionne complètement. Naturellement, ça va être en rapport avec le temps qu'on peut maintenir la pression. Quelquefois, l'impression en méditation, on ne la tient pas longtemps, donc on ne va pas emmener beaucoup de choses de cet état vibratoire. Mais plus on le fait régulièrement, et ça c'est comme l'entraînement sportif, c'est la régularité qui fait que progressivement on avance. Et quand tous les jours, on prend un petit temps pour se laisser impressionner par quelque chose de supérieur, et bien quand on s'en détache, on emmène tous les jours un petit peu plus d'échantillons de cette impression. Jusqu'à ce que le jour on devienne totalement l'échantillon complet et qu'on a beau se détacher, on garde complètement la même vibration tout en restant dans la vie dans laquelle on peut amener à son tour le rayonnement de l'échantillon qu'on est devenu. Et c'est ça qu'on a tous à faire. On a tous vraiment à réaliser complètement ce processus d'échantillonnage, pas en se laissant impressionner. Souvent, on ne prend pas le temps, on est touché, mais quelquefois quand on est touché, ça m'a fait quelque chose. Non, mais c'est quoi se laisser toucher? C'est quoi se laisser impressionner? Par exemple, se laisser impressionner par la beauté, par une musique, par un paysage, par un tableau, par une personne, par un contact, en silence. Se laisser impressionner. Dès qu'on peut déceler que quelque chose vibre beaucoup plus, prenons le temps de nous laisser impressionner. Et quand on s'en détachera, c'est sûr qu'on va le perdre à force, mais on emmène quand même quelque chose de ça. Et quand on va y retourner, on emmènera encore un peu plus de ça. Et quand on va y retourner, on amènera jusqu'au jour où, quand on se détachera, on gardera exactement le même niveau vibratoire et on sera devenu nous-mêmes un échantillon du beau, un échantillon du global, un échantillon de ce qu'on a cherché à capter. Et on sera de ça totalement dans notre quotidien. C'est vraiment là, vous voyez, qu'est la solution. C'est là qu'est vraiment le secret de tout le processus du sens du toucher. C'est pour ça qu'il faut se rendre compte combien le secret du sens du toucher, c'est cette histoire de vibration. Il faut que nous apprenions maintenant à redéfinir le sens du toucher par l'art de percevoir des vibrations. C'est là, il y a toute une éducation à faire. Se rendre compte que quel est notre niveau vibratoire? Comment est-ce qu'on vibre? C'est l'exercice qu'on a fait au tout début. À quel niveau on vibre? Est-ce que dans la journée, on change de niveau vibratoire? Est-ce qu'on est bien, pas bien? Est-ce qu'on est trop bas? Est-ce qu'on est trop haut? Comment est-ce qu'on sent? Comment est-ce qu'on se touche soi-même vibratoirement? Comment est l'ambiance dans laquelle on est? Dans quel milieu on se trouve? Comment est-ce que ces niveaux vibratoires peuvent changer? C'est-à-dire non plus interpréter le sens du toucher en j'aime, j'aime pas, mais en niveaux vibratoires qui montent, qui descendent, qui deviennent de plus en plus subtils ou qui descendent de plus en plus dans le concret. Apprendre à sentir ça. On peut le faire en tant qu'adulte, et une fois qu'on saura le faire en tant qu'adulte, c'est vraiment quelque chose qu'on peut parfaitement enseigner également aux enfants. Ils sont beaucoup plus sensibles au niveau vibratoire qu'on voudrait bien l'imaginer. Quelquefois, on ne le fait pas parce que nous-mêmes, on a du mal à sentir le sens du toucher de cette manière-là. Et pourtant, c'est ça qui est fondamental. Transformer notre sens du toucher en sens d'information, de la structure vibratoire. Et se rendre compte que le secret de l'évolution, il est là. Le secret de l'évolution, il est dans l'accélération vibratoire qu'on obtient grâce au sens du toucher. C'est vraiment ça, c'est en touchant régulièrement, en se faisant impressionner régulièrement par quelque chose, qu'il y a véritablement une accélération vibratoire et donc une évolution. C'est pour ça que dans le quotidien, on peut sans arrêt se demander ça. Dans ce que je fais, dans ce que je touche les gens, on est sans arrêt en contact, qu'est-ce que je fais? Est-ce que dans mon milieu, dans mon environnement, dans mon quotidien, même si je suis tout seul, je suis en train d'élever le niveau vibratoire ou je suis en train de le descendre? Je suis en train d'élever les choses ou je suis en train de les plomber? Tout à l'heure, je vous parlais d'une observation concernant la violence qu'on peut avoir quelquefois, qu'on peut subir et puis qu'on peut amener avec les autres. Ça fait partie des grands processus d'observation. Et puis d'observer si nous, on fait ce qui est nécessaire pour pouvoir augmenter la vibration, vibrer de plus en plus vite et donc forcément la transmettre partout autour de nous. Je vous propose une petite méditation là-dessus. Vous pouvez remarquer que tout à l'heure, je vous ai parlé du sens de l'ouïe, avec le téléphone où est-ce qu'on peut se toucher. Et donc on peut se toucher par l'ouïe.
Là, quand on débute une méditation et qu'on se regarde tous pour prendre contact, pour être sûr de démarrer la méditation en conscience d'ensemble et non pas individuellement, parce que la méditation n'a pas de sens tout seul, le regard n'y est pour rien. On ne se voit pas, on se touche par le regard. C'est pour vous dire à quel point la richesse justement du toucher, c'est qu'on peut se toucher par l'oreille, on peut se toucher par le regard, mais c'est toujours une manière de s'unir, de prendre contact et de se reconnaître les uns avec les autres.